Merci d'écouter MOF. Ce programme vous est offert par la Fondation Excellence SMA et par le réseau de l'apprentissage du 3CABTP. Quand on passe les épreuves qualificatives, ça va, c'est des tout petites épreuves, mais quand on réalise le concours, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de difficultés qu'on ne connaît pas. Laurent Kalmanovici est couvreur zingueur, il a 59 ans aujourd'hui. Voilà 20 ans qu'il est meilleur ouvrier de France. Ce concours, il l'a tenté une première fois et raté. Rien de grave, c'était un exercice, il savait qu'il allait le retenter. Voici le récit de cette seconde tentative, comme il s'est préparé, comment il a peiné et comment il est devenu meilleur ouvrier de France. Vous écoutez MOF, cette série est consacrée aux artisans, aux salariés et chefs d'entreprise du bâtiment. À ces hommes et à ces femmes qui, un jour, ont décidé de se dépasser en allant au plus loin dans l'exercice de leur art. Comment être à la hauteur de cette épreuve, la plus exigeante que l'on puisse rencontrer dans sa carrière? La réponse est dans MOF, comment je suis devenu meilleur ouvrier de France. La correction se passait à Lille. J'avais vu les autres maquettes. Donc je savais que j'allais pas être meilleur ouvrier de France en regardant les autres maquettes. Je savais. Donc quand j'ai eu le fameux coup de téléphone qu'on attend tous le samedi midi ou 13h30 comme Monsieur Lefebvre faisait, notre président de région, j'ai pas été surpris. Pas du tout. Pas démoralisé, j'ai pas pris un coup au moral, rien. Non, je le savais en regardant les autres maquettes. Je savais qu'il y avait un niveau de différence. Et ça m'a permis quand même de progresser énormément. Donc je me suis dit, je le referai. C'est ce que j'ai dit au président de jury quand j'ai emmené ma maquette à Lille. J'avais quel âge à l'époque? En 93, j'avais 34 ans. 34 ans, dans mon métier, j'étais chef d'équipe en restauration du patrimoine. C'est-à-dire que je restaurais les églises, les châteaux, les cathédrales, toutes les bâtisses anciennes. Et du coup, là, m'a pris l'idée de faire le concours avec l'accord de ma famille, bien sûr. L'image que je voulais transmettre, c'était le métier de couvreur, que c'est un métier de grande valeur. Et les meilleurs ouvriers de France, pour moi, c'était le summum. C'est-à-dire c'était les meilleurs des meilleurs. Je me rappelle que le président à l'époque, c'était M. Raymond Battet. Mais je me suis représenté le concours... au début plus facile qu'il était. Et je me suis vite perdu. Le couvreur réalise ou répare les toitures des immeubles collectifs ou des maisons individuelles. Il intervient après la mise en place de la charpente afin de permettre aux autres corps d'État d'achever leur travail à l'abri des intempéries. Le couvreur peut aussi effectuer la pose de l'isolation thermique sous le toit, la mise en œuvre de fenêtres de toit ou l'installation de capteurs solaires sur le rampant. Il peut également accomplir des travaux de restauration, clochers d'église, dômes de monuments historiques. Le jour que j'ai annoncé ça, ma femme a été à 100% pour. Il y a certaines personnes de ma famille que je n'ai pas citées étaient 100% contre. Ils comprennent pas. Ils comprennent pas la subtilité du concours des meilleurs ouvriers de France. C'est souvent des personnes qui sont extérieures du bâtiment, du travail manuel, qui comprennent pas. Ils n'arrivent pas à comprendre pourquoi on va se lancer 1000 heures, 1200 heures, 1300 heures pour passer un concours, avoir un titre de meilleur ouvrier de France. Ils n'arrivent pas à comprendre. On en avait causé longtemps en avance. Et après, si vous préférez, quand on a annoncé ça, j'ai demandé à connaître un meilleur ouvrier de France en couverture. C'est de là que j'ai connu Jean-Yves Nicolas de Montargis, qui est devenu mon parrain et qui m'a accompagné pour la réalisation de mes deux ouvrages. Alors, monsieur Jean-Yves Nicolas est plus jeune que moi, c'est surprenant, il a 2-3 ans plus jeune que moi. C'est une personne qui est meilleur ouvrier de France en 93, pardon. Il est compagnon du Tour de France, il a une expérience, un charisme, il a la connaissance du métier, vraiment la connaissance du métier. Et lui, il était un peu en porte-à-faux parce que le deuxième coup que je me suis présenté au concours, il était membre du jury. Il était vraiment donc il est venu qu'une fois me voir. Qu'une fois voir la réalisation de l'œuvre. La profession compte 36 600 salariés couvreurs et représente 3,2% de l'ensemble des salariés du BTP. Ah bah là on s'entraîne. On s'entraîne avec du zinc cintré, de l'ardoise compliquée, des tourelles, des nœuds ronds, malgré qu'on ne connaît pas le sujet. Donc on s'entraîne dans le vague.
On s'entraîne à emboutir des bouts de zinc, on s'entraîne à tailler de l'ardoise correctement avec une épaufrure correcte. Vous voyez, on ne connaît pas le sujet. Je me suis entraîné un paquet de temps, pratiquement une année. Pratiquement une année. Pas tous les week-ends, mais je m'entraînais souvent. Et sur le chantier, dès que j'avais du temps, je m'entraînais. Tous les chantiers que j'ai réalisés, je me suis basé sur le concours de meilleur ouvrier de France. C'est comme si que je rendais une œuvre. MOF, de l'expérience à l'excellence au cœur du bâtiment. Le jour où j'étais en présélection, là, ils nous ont dévoilé le sujet. Le sujet, c'était une page blanche. Sujet libre. Compliqué. Très, très compliqué. À nous de créer, ils nous demandaient de mettre tous les matériaux et les métaux employés dans la couverture. À nous de créer quelque chose. Il fallait que ce soit à tout prix concave et convexe. Point barre. À nous de créer et de présenter notre sujet aux membres du jury en l'envoyant. Très, très compliqué. Je me suis gratté la tête un bout de temps pour savoir ce que j'allais faire. Et après, je me suis dit du concave, du convexe. Oh là là là, qu'est-ce qu'ils veulent? Et en fin de compte, j'ai cherché. J'avais un ami, Pascal Tironneau, qui habitait à Fleury-les-Aubrais, qui m'a aidé énormément dans la conception du dessin. Parce que je me suis dit, on va faire ça, comme ça, mais tracer à main levée et puis réaliser les plans, après c'est autre chose. Et de là, on a décidé, j'ai réalisé la maquette au 10e, en mousse de polyuréthane, et là je l'ai peinte, et là j'ai envoyé tout ça à Paris avec le dossier complet, où j'allais mettre l'ardoise, où j'allais mettre le zinc, où j'allais mettre la tuile, où j'allais mettre le tabaillon, où j'allais mettre le plomb, et ainsi de suite. Et 2 mois après, j'ai reçu l'aval comme quoi je pouvais commencer ma maquette. On vous donne le feu vert pour réaliser votre œuvre, sauf que le petit commentaire, réalisez votre noue croche sans soudure. Très difficile, très très difficile. Ils ont été malins là-dessus. En 2017, les effectifs des jeunes salariés couvreurs de moins de 25 ans ont chuté de 6,6%, soit un effectif de 4 640 jeunes. Cette maquette représentait une tourelle circulaire sur l'avant avec une lucarne en capucine en chapeau de gendarme, avec des nœuds rondes. Elle était en pénétration d'un côté concave, un côté convexe, avec des nœuds croches, très compliqués, de différentes pentes de versants avec un pureau qui devait se retourner, donc très compliqué aussi. Et là, j'ai mis sur la tourelle circulaire de l'ardoise, sur une partie où il y a l'œil de bœuf du tabaillon, c'est de la tuile bois, une abside à pan, où j'ai mis la tuile plate, et sur l'autre versant où il y a un houteau, là j'ai mis du zinc, du cuivre et de l'inox. Pour me rassurer, parce que j'en faisais souvent des tourelles, donc c'était mon petit confort là. J'étais dans ma zone de confort, sauf que j'avais pas percuté qu'une noue croche, c'est une noue avec un arc de cercle indéfini, là ça allait me poser de problème, parce que les membres du jury m'avaient demandé une noue croche sans soudure. Donc il fallait étirer et rétreindre le zinc difficilement. C'était le fameux œil de bœuf, le retournement des rangs d'ardoise avec le tabaillon et la tuile. Là, il fallait que tout soit, malgré que c'est des pentes différentes, donc difficulté de traçage, en respectant les normes. Là, j'étais plus dans ma zone de confort. Là, j'étais dans la recherche vraiment pure du métier. Vraiment pure du métier. En 2017, on recense 125 femmes dans les métiers de la couverture. Alors le lieu, j'ai commencé chez mon beau-père qui habite juste à côté, mais je passais tellement de temps je travaillais plus de 12 heures par jour sur la maquette, donc j'embêtais mes beaux-parents, j'ai rapatrié la maquette dans mon garage, et là j'ai commencé à travailler dans mon garage. On a commencé à créer la charpente, on a fait la charpente avec mon ami Pascal Tironneau, et là, après, j'ai commencé la conception, j'ai commencé les chéneaux et ainsi de suite. Là, la difficulté est venue rapidement. Rapidement, je ne m'étais pas aperçu qu'il y avait des bouts de zinc cintrés, du bout de plomb cintré dans tous les sens. Dans la conception du dessin, c'est facile de tracer un trait. Mais après, il faut tourner les bouts de zinc. Il faut les tourner. Là où... J'avais ma vie professionnelle, si vous préférez. Dès que je rentrais le soir, j'avais demandé à être en chantier dans la région. J'étais en chantier dans la région. Dès que je rentrais le soir, j'essayais de travailler sur
comment pourrais-je dire, sur la maquette ou du zinc que j'avais à faire. Par exemple, l'ornement, je l'ai fait, l'épi, je l'ai fait sur le chantier. Le midi, je prenais le temps de taper sur mon bout de zinc. Je mangeais très rapidement pendant que mes collègues allaient au restaurant et que je travaillais. Il faut savoir que j'ai passé 1500 heures pour faire cet ouvrage-là. Donc les 1500 heures, on avait à l'époque 1 an et demi, voire 2 ans à faire. C'était un peu plus cool qu'à notre époque. Là. Donc là, mais ça mange énormément de temps. Énormément. On vit maquette, on dort maquette, on mange maquette, on cause maquette, on pense maquette tout le temps. Si vous préférez, en plein milieu de la nuit, je me réveillais et puis j'avais l'idée, la fameuse idée, la bonne idée. Et puis, si je le notais pas, le lendemain, j'avais oublié. Au chantier, je trouvais des solutions et ainsi de suite. On vit que ça. On pense qu'à ça. On n'a plus d'enfants, on n'a plus d'épouse, on n'a plus rien. On vit que maquette. Que maquette. La conception, on pense à la conception au moment où on va faire quoi ce soir et on a besoin de trouver une solution. Comme je vous disais en préambule, j'ai recommencé 7 fois des pièces. 7 fois. Parce que ça ne me convenait pas. Pourtant, je savais que j'étais à peu près sur le bon chemin, mais ça ne me convenait pas. J'avais pris une décision, je commençais le matin, il était 7h, et je finissais à 19h30, 20h, le soir, quand j'étais en journée complète ici. Et c'était de m'asseoir avec mes enfants devant la télé, regarder une série ou une émission ou quoi que ce soit avec mes enfants, pour essayer de me vider la tête. Mais impossible. MOF, les récits des meilleurs ouvriers de France. Ma femme, mes enfants étaient à fond. Mes enfants venaient souvent dans le garage échanger avec moi, me demander de les voir jouer au basket. Ils jouaient au basket à l'époque. Des fois, je prenais 1 heure pour aller les voir jouer au basket. Ça me détendait, mais ça me détendait tout en me stressant, en sachant que 1 heure était perdue. 1 heure perdue, on la rattrape jamais. Surtout dans ces concours-là. J'étais très soutenu par ma famille. Ma femme a pris la bonbonne de Mirror et puis a lustré. Ça a lustré. Comme toutes les épouses, toutes les compagnes, tous les amis proches lustrent. Parce qu'on n'a pas le temps, nous. On n'a pas le temps. Alors moi, je voulais pas trop de visites. Parce que des visites, c'est du temps de perdu. Une fois, chez mon beau-père, j'étais en train de réaliser la fameuse tourelle. Et là, il y a un cousin qui arrive et il me dit « T'es en train de faire une niche à chien ?» Je lui dis « Oui, je suis en train de faire une niche à chien. » C'est un peu démoralisant, mais il m'a vraiment dit ça. Donc là, c'est démoralisant. Là, on se dit « Mais on travaille pourquoi ?» Ils comprennent rien. Alors mon patron, oui, c'était Michel Mallet. C'était une personne adorable. Lui, il m'a soutenu à 100%. Il me demandait souvent si j'avais besoin de temps. Si j'avais besoin de temps, il fallait que je le prenne. Mais comme il me disait, n'oublie pas que tu es responsable de la branche monument historique. Il me disait, tu as besoin de temps. Si tu as besoin de temps, oui, mais n'oublie pas qu'il faut que tu fasses quand même. Mais adorable. Il m'a offert tous les matériaux. Donc adorable, parce que ça coûte une fortune quand même. 8,6% des salariés couvreurs partiront à la retraite dans les 10 prochaines années. Les moments forts, c'est quand on réussit une pièce du premier coup. On l'a pensé avant, ça va du premier coup. Le fêtage de la lucarne en capucine sur la tourelle, j'ai réussi du premier coup. Je me suis surpris, j'ai dit, c'est pas possible ça, c'est moi qui ai fait ça. Et les moments très difficiles, c'est les moments d'une toute petite pièce banale, qu'on a l'habitude de faire et qu'on n'arrive pas à faire. Et on se pose des questions, on est énervé, agacé, on n'y arrive pas. On se dit, on va faire autre chose, mais on pense qu'à ça. Donc ça, c'est les moments les plus difficiles. Mais c'est des pièces les plus banales qu'on a l'habitude de faire, c'est ça le pire. Ah bah le fêtage de la lucarne. Le fêtage de la lucarne, dès que je l'ai posé, nickel, du premier coup, pas une retouche, rien. Waouh, moi qui avais pensé mettre une trentaine d'heures dessus, j'ai mis 4 heures, 5 heures. J'étais heureux comme un petit roi. Là. Et là, un moment très très difficile, c'est la fameuse patte d'oie que j'ai recommencé 7 fois. Une patte d'oie, j'en faisais 10 par jour. Bah non, incapable de faire une patte d'oie. Incapable.
Passer une journée sur une patte d'oie, c'est... Lorsqu'il faut 10 minutes, un quart d'heure. L'œil de bœuf que j'ai embouti à la main, je le finis, je mets 80 heures à le faire. Je sors dehors pour le voir au soleil s'il fallait que je le plane et ainsi de suite. Et là, il m'échappe des doigts, il tombe, donc 80 heures mis à la poubelle. De cet incident, la colère m'a pris, enfin c'est même pas une colère, c'est un dépit. J'ai chargé ma voiture de mon matériel de pêche, je suis parti 3 jours à la pêche. Et je voulais abandonner, c'est mon épouse qui m'a forcé à continuer. Les ressources, c'est ma famille, mon épouse qui venait me voir, qui m'encourageait énormément, mes enfants, et les ressources, monsieur Nicolas, mon parrain, je l'appelais de temps en temps pour lui dire que des fois j'en avais marre, je voulais arrêter. Normal, comme tout le monde. Et de là, il me remotivait au téléphone. Tout le monde passe par des étapes difficiles. Les étapes très fortes sont très petites. Les étapes très difficiles, il y en a beaucoup. Énormément. Se former à l'excellence au métier du bâtiment et des travaux publics avec le 3CABTP, réseau numéro 1 de l'apprentissage en France. Les moments forts, c'était la fin de la charpente, l'ossature. L'ossature, dès qu'elle a été faite, c'était un grand moment, parce qu'on voyait où je voulais en venir. Après, il y a eu, quand j'ai fini les recueils d'eau pluviale, c'est-à-dire les chéneaux. Après, il y a eu toute la partie tourelle, ma zone de confort. Là, je savais que ça allait bien. Il faut savoir que pour faire juste un rang d'ardoise, je mettais une journée, un rang. C'est-à-dire une 30aine d'ardoises. Je mettais une journée, 12 heures. Génial. Et après, j'ai eu toute la conception du tabaillon, de la tuile bois, avec l'œil de bœuf. Là, c'était une grande étape, parce que là, j'ai vu que ça me convenait, ça convenait. Et après, il y a eu la tuile plate, il y a eu la partie zinc. Quand j'ai fini toute cette partie-là, je me suis aperçu que j'étais un peu en retard. Donc, il a fallu que je fasse très vite pour faire les devants de soc et les mains courantes du chéneau. Et il faut savoir que j'ai fini la maquette, il était 18h30. Pour la sortir du garage, le camion arrivait. C'est une anecdote, c'est marrant. On sort la maquette, mais la maquette ne sortait plus du garage. La poutre gênait. Donc, j'étais chercher mon voisin qui m'a démonté les roulettes parce que les roulettes étaient soudées. Et on a sorti la maquette au millième de millimètre. Au millième de millimètre. Et comme par hasard, il s'est mis à pleuvoir. Génial. Et on partait à Strasbourg tout de suite après. Il fallait que la maquette soit le lendemain matin à 8h à Strasbourg. Donc, j'ai travaillé toute la journée. Et avec un collègue, un ami, Joël Dumont, on a été l'emmener à Strasbourg. Vous dire que le retour, je l'ai vu? Non. Oui. C'est spécial, mais je pense que tous les candidats, quand j'étais plusieurs fois parrain de candidats, on s'aperçoit que on finit toujours la maquette ric-rac. C'est aux dernières limites, on cesse toujours du temps, et en fin de compte, on n'a pas de temps. J'ai jamais senti que c'était bon, en fin de compte. J'ai toujours eu un doute. J'avais vu tellement de maquettes extraordinaires. Moi, prime abord, j'ai qu'un CAP, hein. J'ai rien au niveau d'études. Je me suis formé énormément, mais je me suis dit, est-ce que je suis vraiment capable d'être meilleur ouvrier de France, et ainsi de suite. Donc je me suis jamais cru. Même quand j'ai emmené la maquette, j'ai dit à mon épouse, j'ai dit, ouh là, il y a des belles maquettes. Il y a vraiment des belles maquettes. Moi, ma maquette, je ne la voyais pas réussir encore cette fois-ci. J'étais vraiment dans l'incertitude. Et il a fallu 2 mois d'attente pour savoir les résultats. Et vous, tenteriez-vous l'aventure MOF? Déjà, quand vous emmenez votre maquette, il y a un phénomène de grand vide. Vous retournez dans votre atelier, vous êtes perdu. Il n'y a plus la maquette, il n'y a plus rien, vous ne faites plus rien. Vous avez passé 1 an et demi, 1 an à bosser sans arrêt, puis d'un coup, il n'y a plus rien. On a un peu perdu. Bon, on s'y habitue. Et après, on attend. On sait que
La date de la correction, c'est tout le temps un jeudi. C'est bizarre, mais c'est tout le temps un jeudi. Je savais la date de la correction, mais je ne savais pas les résultats. Donc je savais que c'était corrigé, c'était fait. Dans mon objectif, moi, j'étais obligé de refaire une 3e fois. Et j'ai attendu 2 mois, et le fameux coup de téléphone du samedi à 13h, je l'ai eu en me disant t'es meilleur ouvrier de France. Mais on ne sait pas notre note. On ne sait jamais la note qu'on a. On sait qu'on a 18 ou au-dessus de 18, mais on ne sait pas la note. Il n'y a que quand on n'est pas meilleur ouvrier de France qu'on a la note. C'est mon épouse qui reçoit le téléphone. Elle me passe monsieur Gaston Lefebvre, qui était notre président de département, et il m'annonce que je suis reçu meilleur ouvrier de France, et 3 jours après, je reçois une lettre. Mais pareil, impassible. Le temps de comprendre. On a du mal à comprendre. On a du mal à... On s'est donné tellement de peine à faire ça qu'on a du mal à réaliser que c'est fini. Ça a percuté quand on était à la remise des diplômes, à la Sorbonne, à l'Élysée. Là, ça a percuté. J'ai dit, ça y est. C'est 6 mois après. La journée, c'est assez simple. Vous êtes convié à la Sorbonne, vous arrivez les 12h30, vous êtes dans l'amphithéâtre magnifique de la Sorbonne, et vous êtes rangé par métier. Et il vous appelle sur scène, à part une dizaine c'était M. Chirac à l'Élysée, qui remettait les distinctions. Moi, j'étais appelé sur l'estrade. Et de là, j'ai eu une grosse surprise. Il y avait le ministre délégué à la formation professionnelle qui est venu me taper sur l'épaule en me disant « Il faudrait peut-être transmettre votre savoir ». J'ai dit « Oula, il veut me dire quoi, ce brave monsieur ?» Et il m'a dit, après, il m'a rattrapé à l'Élysée. À l'Élysée, il m'a redit la même chose. Il m'a dit, il faut transmettre votre savoir. Mais je lui ai dit, est-ce que je suis capable de transmettre mon savoir à 15-16 élèves, lorsque moi, j'ai que des apprentis ou des personnes formées, mais des apprentis, j'en ai 1 ou 2. Là, je suis capable de transmettre mon savoir. Et ça en est resté là. Et puis, au mois d'août, il m'a retéléphoné en disant, vous avez une place dans un lycée professionnel. Est-ce que vous le voulez ou pas ? Les jeunes représentent 12,7% de l'effectif des métiers de la couverture. C'est mieux que chez les maçons, où les jeunes ne constituent que 8,8% de l'effectif, mais moins bien que chez les charpentiers, qui comptent 16,5% de jeunes. Le concours, je l'ai fait simplement pour valoriser le métier de couvreur, comme je vous disais. C'est-à-dire que je m'étais mis dans l'idée, comme objectif, d'aller dans les lycées, dans les collèges, dans les écoles primaires, présenter le concours de meilleur ouvrier de France et présenter le métier de couvreur. Ce que j'ai fait après. J'ai été dans les écoles primaires, j'ai été dans les lycées, dans les collèges, présenter avec ma maquette. Et je faisais des ateliers vivants, donc les jeunes pouvaient tailler de l'ardoise, pouvaient façonner du zinc, et ainsi de suite. C'est pour ça que j'ai fait le concours de meilleur ouvrier de France, pour valoriser notre métier, notre beau métier. Il y a des personnes, des enseignants, où ils sont ravis de nous voir. Et il y en a d'autres, on les ennuie. Ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas les métiers du bâtiment. Les métiers du bâtiment, c'est t'es mauvais, tu iras dans le bâtiment. Pour les enseignants, t'es mauvais, tu iras dans le bâtiment. Tu seras un travailleur manuel. Lorsqu'ils n'ont pas compris que pour être travailleur manuel, il faut une logique, un cerveau, et puis il faut appliquer des choses et des règles. Mais la majorité des personnes étaient ravies de nous voir, enfin de me voir. Les architectes du patrimoine, malgré que je les connaissais tous, mais dès qu'ils ont su que j'étais meilleur ouvrier de France, j'avais plus de problème. J'avais plus de questionnement. Il faut faire comme ça, comme ça, comme ça. Ils me faisaient confiance à 100%. Ils me demandaient même des fois des renseignements sur d'autres chantiers qui m'ennuyaient énormément parce que c'était des autres entreprises. Donc ça me mettait un peu en porte-à-faux, mais... Non, après, il y a une reconnaissance du métier, quand même, la reconnaissance du métier, elle y est. Après, je suis quelqu'un de très discret, je me promène pas avec mon col bleu, blanc, rouge tout le temps, j'essaye d'être le plus discret possible, à tel point que des fois, il y a des personnes que je connais depuis 10-15 ans qui savent même pas que je suis meilleur ouvrier de France. Ils sont surpris quand ils me voient avec le col bleu, blanc, rouge. C'est un concours très valorisant. Quelque part, on se remet en question. On veut se positionner par rapport à nos maîtres, les meilleurs ouvriers de France. On veut savoir où on en est dans notre formation, dans notre carrière. Il faut le faire. C'est très valorisant. On apprend énormément. Et on apprend toujours.
sur soi, sur le métier, comment faire. J'ai appris plein de choses. Moi, j'ai appris plein de choses et je continue à en apprendre. Quand j'étais enseignant, même des jeunes, malgré que j'étais meilleur ouvrier de France, avaient des techniques où ils m'apprenaient des choses. Je leur disais, mais ils prenaient ça pour une boutade, mais non, je leur certifiais que je faisais pas comme ça, que je m'ennuyais plus qu'eux, qu'ils avaient une solution plus rapide que la mienne et plus technique que la mienne. Donc ça les surprenait. Ça. Prochain épisode, Florent Boissary, plâtrier staffeur. Merci d'écouter les récits du concours L'un des meilleurs ouvriers de France. Ce programme vous est offert par la Fondation Excellence SMA et par le réseau de l'apprentissage du 3CABTP.